mais pas plus. De l'autre côté, les réfugiés économiques, privés de perspectives dans leur propre pays et qui ne voient pas d'espoir de s'en sortir économiquement qu'à l'étranger. Les deux phénomènes sont symptomatiques de la diminution de la capacité de l'État à offrir de la sécurité ainsi que des perspectives. Et les deux conduisent aussi à un désengagement de la classe moyenne qui ne croit plus en l'avenir ou un projet national en commun. En même temps, tous les groupes qui constituent cette classe moyenne, combinés ensemble, constituent une minorité de la population dans la plupart de ces pays, où la majorité vit autour du seuil de subsistance avec peu ou pas d'instruction du tout. Les revendications en faveur de la démocratie qui viennent d'un secteur ou d'un autre peuvent aussi ne pas être en cohérence avec les autres, sans parler bien sûr des revendications matérielles immédiates venant d'autres secteurs de la société, comme les défavorisés, tant ruraux qu'urbains. Idéologiquement aussi, c'est un gros problème, beaucoup de ces groupes ont des divergences fondamentales sur des questions spécifiques et cruciales, même quand tous revendiquent plus de démocratie. Depuis les années 90, les politiques libérales, tant économiques que politiques, n'ont certainement pas conduit à une adoption systématique d'une pensée moderne, progressiste, séculaire parmi les classes moyennes. L'islamisme, sous différentes formes, a émergé comme un puissant véhicule d'expression de ce mécontentement, de la mobilisation et de demande de changement, même parmi des mouvements traditionnellement de gauche et séculaires. Des voix laïques, tout comme islamistes, peuvent s'élever pour demander plus de démocratie. Mais la différence est là. L'un envisage un ordre fondé sur des principes de droit, sur des principes politiques modernes universellement acceptés, tandis que le second veut un ordre politique fondé sur un système de croyances traditionnelles. L'un cherche la souveraineté de la volonté populaire dans le cadre de l'état de droit, l'autre l'absolue souveraineté de ce système de croyances populaires. Et cette dernière est le plus souvent la voix d'acteurs sociaux de la classe moyenne éduquée. En bref, les réformes qui étaient imposées dans notre région n'ont pas mené au chemin inexorable qui mène au libéralisme économique, à la démocratie en passant par la modernisation et la sécularisation. En fait, les événements ont montré clairement qu'aucun de ces éléments ne conduit nécessairement pas à l'autre. Politiquement, c'est un balai complexe de mouvements et de forces économiques et sociales et politiques et culturelles, tirant dans des directions différentes. Ça n'a pas permis d'arracher l'initiative à des régimes qui demeurent fondamentalement autoritaires dans notre région. Cela ne revient pas nécessairement à faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Ça revient à faire 2 pas dans une direction, 3 pas dans une autre. Et même ces 2 et 3 pas, quand on les additionne, ce n'est certainement pas 5 pas vers la démocratie. Beaucoup de régimes dans notre région ont fondé leur légitimité sur un nationalisme mythique qui donne le rôle de libérateur et de défenseur de la nation contre la domination étrangère aux élites dominantes. Certes, bien des régimes, bien des partis, bien des familles régnantes ont joué un rôle authentique dans la conquête et dans le maintien de cette indépendance nationale. Pourtant, dans chacun de ces grands mythes unificateurs, il y a eu toujours quelqu'un ou quelque chose d'oublié. Les Coptes en Égypte, les Berbères au Maroc, en Algérie, les Chiites en Irak et dans le Golfe, les Kurdes en Syrie et en Irak. Et ces mythologies historiques sélectives ont été largement disséminées par les médias officiels, fabriquant un sentiment d'unité entre les régimes et les sociétés. Et ce phénomène a été souvent conforté avec enthousiasme par des intellectuels, ce qui a aidé à désamorcer l'opposition et à encourager une attitude de conformisme volontaire. Et derrière ce rideau d'homogénéisation, on trouve néanmoins des tensions sociales très persistantes et des régimes qui, dans notre région, ont peur de leur propre peuple. Et c'est quelque chose d'assez frappant quand vous voyez les régimes autoritaires dans la région. Un peu partout dans le monde, l'autoritarisme, même dans ses formes les plus brutales et les plus dures, comme le fascisme, célèbre la nation derrière une utopie, derrière un mythe. Dans la région, et je ne veux pas rentrer dans... Je ne connais pas vraiment, je n'ai pas creusé les raisons, mais dans notre région, c'est autre chose qui se passe. Derrière cette façade de paternalisme,
Les gouvernants et les élites de notre région traitent leur peuple avec mépris, comme des sujets qui leur doivent l'indépendance et qui leur doivent la consolidation des acquis nationaux. Et dans les 2 dernières décennies, l'attrait de cette idéologie unificatrice a disparu. Les groupes sociaux mécontents ne gardent plus le silence. Il faut aussi répondre de manière plus pertinente aux pressions internationales, tant politiques qu'économiques. L'État autoritaire fait face alors à de nouveaux défis et doit affronter une panoplie de groupes mécontents que l'on ne peut pas tous acheter ou réduire au silence. En même temps, ces groupes se méfient les uns des autres. Les ouvriers militants et ruraux, pauvres mais socialement conservateurs, peuvent répondre de manière très différente aux dislocations culturelles et économiques entraînées par la mondialisation. Les étudiants des universités formés localement et ceux qui sont dans des universités étrangères peuvent avoir des vues très différentes sur les changements devenus nécessaires dans leur pays. Les patrons des petites entreprises industrielles peuvent ne pas apprécier les plans des hommes d'affaires dans les grandes villes liées au capital international. Et en traversant tout cet éventail de ces divisions, une chose est présente, une chose est omniprésente, c'est la peur du radicalisme islamiste. Une crainte parfois partagée par les islamistes eux-mêmes. Et les régimes autoritaires ont appris ces 10-15 dernières années à monter un groupe contre l'autre. Vous me direz, c'est aussi vieux que Machiavel, diviser pour régner. Mais c'est une chose relativement nouvelle dans la région. Ce n'est plus l'État contre le peuple, c'est la modération contre l'extrémisme. L'État ne se présente plus lui-même comme défendant son monopole légitime au pouvoir et aux moyens de violence contre une populace qu'il considère incompétente, mais se présente au contraire comme un protecteur, un refuge de dernier recours pour les modérés de tous les secteurs de la société contre leurs frères extrémistes à l'intérieur de ces sociétés. De cette manière, l'État autoritaire transfère sa propre peur envers son peuple, dans la peur qu'éprouve chaque groupe social vis-à-vis de l'autre. Ce nouveau scénario permet des tactiques politiques plus souples. Les élections dans notre région, quand ils ont lieu, n'ont pas besoin d'être aussi ouvertement truquées ou fermées. L'opposition peut aujourd'hui participer. Le parti unique peut devenir parti dominant. À la place de gagner une élection à 90%, il peut la gagner à 60 ou à 70%. Les médias sont plus ouverts. Les lignes rouges ont reculé. Néanmoins, elles sont nombreuses et toutes aussi précises. Et on emprisonne moins, pour des périodes plus courtes, sauf bien sûr les extrémistes. Et les extrémistes, c'est une définition qui peut être expansive. L'État utilise tout ce qu'il y a sur le marché. Il se glisse dans le discours et les espaces de liberté, créant ses propres outils, ses journaux, ses outils médiatiques, ses télévisions, ses propres ONG, ses propres élections et son propre simulacre de la société civile. Et le résultat, en définitive, est une mise en scène de la réforme, de la libéralisation, une rationalisation limitée de l'ordre politique, qu'il est restructuré plus efficacement afin de préserver l'essence de son pouvoir. L'État autoritaire n'a donc pas été transformé par la démocratisation, mais il a été amélioré dans ses vêtements. Si l'on prend en compte le fait que les élites ont beaucoup à perdre et que les programmes diffèrent, qui séparent classe moyenne, classe populaire, population urbaine, population rurale, si on rajoute les perturbations créées par les nouvelles économies, par la peur de l'islamisme, toutes ces dislocations, on voit comment ce petit jeu peut durer un certain temps, ne serait-ce que rien que par inertie. Le régime autoritaire dans la région connaît une crise, mais c'est une crise larvée qui peut durer. En même temps, conforté à l'horizon de choix très limité que présente la vie réelle, quelques membres de chacun de ces groupes qui ne trouvent ni richesse promise, ni dans la nouvelle économie, ni la fuite par l'émigration, choisissent la sortie dans le radicalisme, qui, dans les circonstances actuelles présentes, relève dans l'islamisme. Il ne faut pas oublier qu'aussi notre région est liée à la géopolitique mondiale. Après 2001, l'administration, après le 11 septembre, l'administration Bush a semblé vouloir mettre fin à ce pacte de stabilité autoritaire vieux d'une 60aine d'années. Il a en effet proclamé
que dorénavant, ce n'est plus la stabilité qui serait la priorité, mais la démocratie dans la région, et au besoin mis en œuvre par la contrainte. Et ce renversement, au début, a effrayé beaucoup de régimes dont la survie serait menacée par ce changement de paradigme. L'opinion publique, par contre, elle, a vite senti que l'enthousiasme pour la démocratie n'était guère plus qu'une couverture pour un projet d'intervention allant dans le sens des intérêts américains. Les régimes locaux ont aussi vite appris à lire le sous-texte, à lire entre les lignes. Des messages